j'ai chaud. Je suis essoufflé aussi. On est en 2054. Je suis monté en haut de la flèche Saint-Michel, sur la place du même nom à Bordeaux. J'ai 69 ans. Pardon, je tousse un peu. Alors bon, voilà, mes poumons ne sont plus ce qu'ils étaient, hein, mais peut-être que c'est aussi un petit peu à cause de l'ozone qu'on a dans l'atmosphère. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose à voir avec tous les incendies qu'on a eus pendant tout l'été. Je regarde en bas. Il ne se passe pas grand-chose. J'entends vaguement, mais j'entends encore le son des climatiseurs. On y fait 35 degrés, on est mi-novembre, il tourne en continu. Il y a bien 2-3 personnes en bas là-bas qui essaient de se réfugier à l'ombre, sauf que l'ombre, on n'en a plus. Enfin, en tout cas, les arbres ont perdu leurs feuilles dès le mois de juillet cette année. Alors ils se mettent à l'ombre des bâtiments, sauf qu'à l'ombre des bâtiments, il fait chaud parce que le soleil tape sur la pierre, puis la pierre emmagasine la chaleur, elle la restitue pendant la nuit. Enfin, on crève de chaud, quoi. Ça m'inquiète. Bon alors, j'arrête là le discours catastrophiste, dans le sens où je pense que vous en avez déjà entendu parler, hein. Puis vous n'êtes pas forcément venu pour ça, et puis en plus, j'y crois pas spécialement. Alors entendons-nous bien, hein, je ne suis pas du tout en train de vous dire que je remets en cause la réalité du changement climatique, l'origine humaine de ce changement, ni les conséquences que ça va avoir, que ça a déjà d'ailleurs, sur nos vies, non, loin de là. Simplement, voilà, on est sur des rails qui nous amènent dans une direction vers laquelle on est en droit de ne pas avoir envie d'aller. On y va droit, mais devant, on a un aiguillage. Et cet aiguillage, c'est ce que les scientifiques appellent les solutions fondées sur la nature. Alors, je ne vais pas vous faire la liste des solutions fondées sur la nature, hein, je vais juste en évoquer ce soir une seule, c'est ce qu'on appelle la forêt urbaine. Pardon ? Oui, effectivement, c'est un oxymore. Forêt urbaine, effectivement, on n'a pas l'habitude de juxtaposer ces deux mots, hein. D'ailleurs, je serais bien en peine de vous dire si, quand on parle de forêt urbaine, on parle d'une ville dans la forêt ou d'une forêt dans la ville. Ce soir, on va juste dire que c'est notre horizon. Et donc, en quoi est-ce que la forêt pourrait être une solution au changement climatique et une façon de nous adapter à ce changement climatique ? Au risque de vous rappeler une évidence, hein, mais la forêt est faite d'arbres. Et les arbres, ça c'est votre programme de CM1, font de la photosynthèse. Et au travers de la photosynthèse, ils piègent du carbone qu'il y a dans l'atmosphère et ils le mettent dans les troncs. Donc on pourrait vouloir avoir plus d'arbres pour stocker plus de carbone, libérer l'atmosphère de ce carbone et on est tranquille. Encore faudrait-il qu'on lui fiche la paix à ce bois qui a été stocké et qu'on évite de le rebrûler. Mais pour stocker tout le carbone qu'on a consciencieusement envoyé dans l'atmosphère au cours des dernières décennies, il va falloir beaucoup d'arbres. Et puis il va surtout en falloir plus que ce qu'on peut mettre dans les villes. Donc non, en fait, quand je parle de forêt urbaine comme étant une solution pour nous adapter au changement climatique, je ne pense pas directement au stockage du carbone, même si ça en fait partie. Ce à quoi je pense, c'est que tout simplement, les arbres nous rafraîchissent. Alors, si vous ne me croyez pas, vous ferez l'expérience, mais il fait plus frais sous un tilleul, à l'ombre d'un tilleul, qu'à l'ombre du clocher d'une église. Pourquoi ? Parce que l'arbre, finalement, c'est un petit peu comme vous. Il fait 40 degrés, vous avez chaud, vous transpirez, et le fait de transpirer vous rafraîchit. Pareil pour l'arbre, il fait chaud. Au niveau des racines, il prélève de l'eau. L'eau remonte dans des tuyaux qu'on appelle du xylème, XY, pour ceux qui voudront jouer au Scrabble, dans le tronc, dans les branches, et ensuite elle arrive au niveau des feuilles. Là, s'il y a des physiciens, des physiciennes dans la salle, je vous prie de m'excuser pour ce raccourci horrible, mais dans les feuilles, il y a la transformation de l'eau liquide en eau gazeuse, et on va dire que cette transformation absorbe de la chaleur. Ça rafraîchit la feuille. Un arbre, des feuilles, il en a beaucoup. Donc ça rafraîchit l'ensemble de l'arbre, et ça rafraîchit l'atmosphère qu'il y a autour de l'arbre. Et ça rafraîchit aussi le petit bonhomme qu'il y a dessous. Alors évidemment, ça se fait pas sur des centaines de mètres à la ronde, hein, ça se fait à l'échelle locale, mais c'est quand même pas anodin. Donc on l'a, la solution. Très bien, je vous remercie, je m'en vais. Non, en fait, entre nous, maintenant, la forêt urbaine, peut-être demain, et notre aiguillage, on a un certain nombre d'obstacles.
Et le premier de ces obstacles, je viens d'en parler, l'air de rien, c'est l'eau. Parce que vous allez me dire, ouais, mais Bordeaux, bord d'eau, de l'eau, c'est pas limitant. Donc les arbres ont de l'eau pour transpirer. Sauf que Bordeaux, c'est une ville. Au même titre que n'importe quelle ville dans le monde, on a des bâtiments avec des toits, on a des trottoirs, on a du goudron, on a des parkings qui sont faits avec des matériaux imperméables. Toute l'eau qui tombe, ruisselle directement chez nous vers la Garonne. Résultat des courses, au niveau des racines, l'arbre n'a pas l'eau dont il a besoin. C'est donc un premier problème. Le deuxième problème auquel il va falloir qu'on fasse face, c'est que, c'était implicite, mais un arbre, c'est un être vivant. Ça, c'est ennuyeux. Pourquoi? Parce que s'il y a une seule règle à retenir avec le vivant, c'est qu'à un moment, tout ce qui est vivant se mange. Alors évidemment, vous, je ne sais pas, moi, les arbres, je ne les mange pas directement, mais ceux qui mangent les arbres, ce sont notamment les insectes herbivores. Alors je vous donne un exemple. Sur le chêne vert. Le chêne vert, c'est un chêne, c'est un arbre qui produit des glands, à ceci près que celui-ci, il a des feuilles qui ressemblent vaguement au hou, et puis il garde ses feuilles tout l'hiver. Bref, vous sortirez, vous irez place du Palais Gallien à Bordeaux, vous verrez des chênes verts. Sur le chêne vert, on estime qu'il y a 600 espèces d'insectes herbivores qui s'alimentent. On n'y prête pas attention. Pourquoi? Parce que ces insectes herbivores vivent leur vie d'insectes herbivores. Mais il y a une différence entre une vie d'insecte herbivore sur un arbre en ville et une vie d'insecte herbivore sur le même arbre en forêt. Cette différence, j'ai envie de l'appeler ce soir l'effet Hulk. Je m'explique. Donc Hulk, vous le reconnaissez, j'espère, c'est cette espèce de gros monstre vert qui fracasse tout sur son passage, qui est très mécontent, à ceci près qu'avant d'être Hulk, c'est le gentil professeur Bruce Banner. Il suffit juste un petit truc qui mette Bruce Banner en colère pour que Bruce Banner se transforme en incroyable Hulk. C'est un petit peu pareil avec les insectes herbivores. Ils vivent leur vie d'insectes herbivores et puis il faut un petit quelque chose qui va les mécontenter ou qui va les faire passer dans un état différent, qui va les faire passer de simples herbivores à des ravageurs. Et ce petit quelque chose, c'est l'environnement urbain. Pourquoi? Parce que, je vous le disais tout à l'heure, en ville, il fait plus chaud. S'il fait plus chaud, les insectes herbivores se développent plus rapidement. Et parce qu'ils se développent plus rapidement, ils sont en mesure de faire plusieurs générations dans l'année. Plus d'individus qui mangent, plus de dégâts. S'il fait plus chaud, vous ne me contredirez pas, il fait aussi moins froid. Or, quand il fait très froid, le froid tue les insectes herbivores. Si en hiver il fait moins froid, les insectes herbivores passent l'hiver plus tranquillement, ils sont plus nombreux au printemps suivant et ils sont en mesure de faire plus de dégâts au printemps suivant. Troisième élément, je vous le disais, les arbres manquent d'eau. S'ils manquent d'eau, ils sont stressés. Finalement, un arbre, encore une fois, c'est un être vivant. Nous aussi, on est des êtres vivants. On est stressé, il y a une maladie qui passe, on la chope. Un arbre qui est stressé parce qu'il manque d'eau et parce qu'il a trop chaud, c'est un arbre qui est moins en mesure de se défendre contre les agressions par les insectes herbivores. Et encore, je ne parle ici que des insectes herbivores, entre guillemets, bien de chez nous. Il y a aussi tous les insectes herbivores qui viennent d'ailleurs et qui viennent en passagers clandestins avec les trucs qu'on achète un petit peu partout. On a des colis qui viennent d'Asie, on a des colis qui viennent d'Amérique, et des fois, dans ces colis, dans les palettes qui transportent les colis, dans les plantes, dans le terreau, il y a des insectes herbivores qui se déplacent et qui peuvent causer des nouveaux dégâts. Il y a quelques années de ça, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler à Montréal, et j'étais très surpris quand je suis arrivé là-bas, en me promenant sur Mont-Royal, de voir des espèces de trucs verts ou violets qui pendouillaient des arbres. Donc je m'en suis inquiété auprès du collègue qui m'accueillait, et il me dit « oui, Bastien, c'est pour la grille. » Ah, très bien. Pour la grille? Oui, la grille. Agrilus planipennis. Un insecte herbivore, 3 cm de long, vert émeraude, magnifique. Sincèrement, très très beau. À ceci près que la grille est capable de tuer un frêne, un arbre, en l'espace de 3 à 7 ans. Un petit insecte herbivore de 3 cm qui a été déplacé par accident depuis son Asie natale vers l'Amérique du Nord est en train de faire disparaître les frênes dans les villes d'Amérique du Nord. Ok. À ceci près que les frênes à Montréal, à Québec,
À Chicago, ça représente en gros un arbre sur 5. Donc on a une petite bestiole qui est en train de faire disparaître, de tuer et de faire disparaître un arbre sur 5 dans les villes nord-américaines. Je ne veux pas vous inquiéter, la même chose arrive aussi chez nous. Ceci dit, si je vous inquiète, vous avez peut-être raison d'être inquiété, parce que ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais à la rigueur, ce n'est pas forcément ça le plus inquiétant. Le plus inquiétant, puis finalement peut-être l'obstacle le plus haut qu'on va devoir surmonter pour aller vers cette solution fondée sur la nature, cet obstacle, c'est notre ignorance. Je m'explique. Je vous amène Placette Émile Gentil. Placette Émile Gentil, c'est une petite place qui a à côté de l'hôpital Pellegrin, puis il y a un arrêt de bus du même nom, et sur cette Placette Émile Gentil, j'ai représenté 3 personnages. Je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge dans la salle, mais j'imagine que la majorité d'entre vous, j'espère, auront reconnu ce moustachu avec sa pipe, sa guitare. Pom, 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 pom. Ouais, ça vous dit quelque chose ? J'ai vaguement entendu un Georges Brassens. On est d'accord, je vous remercie. Au milieu, un septuagénaire, bien sonné, blond, mèche au vent, l'air renfrogné. Au moment où j'ai fait le dessin, il n'était pas encore président des États-Unis d'Amérique. Mais bon, vous aurez reconnu Donald Trump. Et vous aurez peut-être reconnu aussi derrière le plus fort de tous les super-héros, sa cape, son masque noir, Batman. Qui dans la salle a déjà croisé Batman à Bordeaux ? Qui dans la salle a déjà croisé Donald Trump à Bordeaux ? Brassens peut-être ? Ça ne dirait rien de vos âges, rassurez-vous. Non ? Moi non plus. Pourtant, vous ne les avez jamais vus, vous les avez reconnus sur le dessin, vous ne les avez jamais vus et vous les connaissez. Vous pouvez m'en parler. Et les mycocouliers ? Les mycocouliers, ce sont les 3 arbres que j'ai dessinés. Alors, je vous accorde qu'on ne reconnaît pas tous les critères des mycocouliers, mais je suis prêt à vous parier que si je vous avais amené Placette Émile Gentil, vous ne les auriez même pas vus non plus. Ce que je suis en train d'illustrer ici, et quand je parlais d'ignorance tout à l'heure, c'est un phénomène que les psychologues de l'environnement appellent la cécité botanique. La cécité botanique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement notre propension à ne pas voir les plantes, et à plus forte raison à ne pas voir les arbres qu'il y a autour de nous. On ne les voit pas. Je vais vous achever avec autre chose. Ce qu'on appelle l'extinction d'expériences de nature. On peut montrer, il y a des études qui montrent ça, qu'entre le début des années 2000 et puis le milieu des années 2010, et ça se continue encore, les enfants, alors les études en question c'était au Japon, en Angleterre, mais je pense qu'on peut généraliser, ont passé de moins en moins de temps à pêcher, à regarder des insectes, à jouer avec des fourmis, à regarder des oiseaux, à aller se promener dans les bois. Ils passent de moins en moins de temps à faire ça. Donc vous voyez, le problème, c'est qu'on n'est pas en interaction directe avec la nature autour de nous. On ne la voit pas. On ne la voit pas, on n'interagit pas avec elle, on s'en désintéresse. Vu qu'on s'en désintéresse, on la voit de moins en moins, on n'interagit pas avec elle, on s'en fiche un petit peu plus, on s'en désintéresse, etc., etc. Je ne vais pas faire le tour complet, mais vous voyez où nous amène ce cercle vicieux. Comment, dans ces conditions-là, voulez-vous que l'on puisse imaginer s'appuyer sur le vivant comme étant une des solutions qui nous permettrait de nous adapter au changement climatique ? Ça va être difficile. Mais heureusement, malgré cette difficulté, on a 2 solutions. On a plein de solutions, mais là, je n'ai pas le temps. Donc on va dire 2 solutions. Et ces 2 solutions, je les résume comme ça, la machine à laver et le bulletin de vote. Alors, la machine à laver. Alors, pose ce bâton, tu vas faire mal. Non, ne monte pas sur cet arbre, tu vas tomber. Oh non, qu'est-ce que tu as fait ? Tu es encore couvert de terre, non. Ces phrases, si vous ne les avez jamais dites, ce dont je doute, enfin s'il y a des parents ou des grands-parents dans la salle, je doute que vous ne les ayez jamais dites, en tout cas vous les avez forcément entendues. Et pourtant, je suis prêt à parier que l'essentiel d'entre vous a, chez lui, chez elle, une machine à laver. Puis on a aussi probablement des pansements et du mercurochrome. Là où je veux en venir, c'est que c'est un petit peu de notre responsabilité individuelle
que d'enrayer ce cercle vicieux en permettant de faire une reconnexion entre les enfants, parce que c'est facile à dire, mais entre nous, de manière générale, et puis les êtres vivants qui nous entourent. Ceci dit, je vous accorde que c'est quand même vachement plus facile à faire quand on habite de l'autre côté de la rocade, à Cestas par exemple, là où on a des bois, plutôt que quand on habite à Belsier, à côté de la gare, où les arbres sont relativement rares. Ce qui m'amène à l'autre partie du dessin, qui est notre responsabilité collective. Alors, il y a quelques années de ça, il y a un chercheur qui a fait une proposition et qui a proposé que dans une ville idéale, dans laquelle on vivrait tous bien, il faudrait qu'on puisse compter sur ces 3 chiffres. 3, 30, 300. 3. Dans une ville idéale, il faudrait que depuis la fenêtre de mon appartement ou de ma maison, ou alors depuis la fenêtre de mon école, ou depuis la fenêtre de mon bureau, je puisse voir 3 arbres. 30. Dans une ville idéale, il faudrait que quand je lève la tête, au-dessus de moi, j'ai 30% du ciel qui soit occupé par les feuilles des arbres. C'est ce qu'on appelle l'indice canopé. 300. Dans une ville idéale, il faudrait que mon logement se trouve à moins de 300 mètres d'un espace vert. À partir de là, je vais marcher sur des œufs, dans le sens où, pour tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, je peux vous apporter un nombre conséquent d'articles scientifiques qui viennent étayer mon propos. Pour ce qui est de la responsabilité collective, moi, je n'ai rien à vous dire, en fait. En tant que chercheur, mon travail, c'est d'établir des faits de manière reproductible, de montrer des relations de cause à effet. Et ça fait aussi partie de mon travail que de venir devant vous et de venir à n'importe quelle mairie pour expliquer ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas et comment est-ce qu'on le sait. Ce n'est pas à moi de prescrire quoi que ce soit, ce n'est pas à moi de dire à nos élus ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Ceci posé, non, ce n'était pas le moment de rire, mais bon, ceci posé, j'habite à Bordeaux, je suis citadin, je suis citoyen de Bordeaux, et donc j'ai aussi voix au chapitre. Nous sommes en 2054, je suis en haut de la flèche Saint-Michel, 3e plus haut clocher de France. Je suis toujours un petit peu essoufflé parce que j'ai 69 ans. Je regarde en bas et je vois des arbres. Je vois des tilleuls au pied de la place Saint-Michel. Je vois quelques chênes là-bas vers l'Opéra. Et puis quand je promène mon regard sur les quais, alors bien sûr je ne les reconnais pas, mais je vois des arbres sur la rive gauche. J'en vois aussi sur la rive droite. Et puis je prolonge le long de la Garonne vers l'amont. Et je vois encore des arbres qui viennent se confondre avec le parc des Coteaux de Gascogne. Je suis un peu essoufflé, mais j'ai moins chaud. Merci.